Voilà, donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bienvenue à ce webinaire Modéliser ces processus supply chain organisé conjointement par donc l'association Alpe Supply Chain et Process Academy. Donc Leslie Huin qui est donc présente avec moi. Moi, je suis membre actif de Alpe Supply Chain. Leslie, je te laisse te présenter en une minute. Bonjour à tous, donc Leslie Huin, je suis dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Process Academy et qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur la modélisation et le pilotage de leurs processus. Et merci en tout cas pour Alpe Supply Chain pour l'invitation et puis j'espère que vous trouverez cette présentation intéressante. Parfait, voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une première approche de la modélisation des processus supply chain, selon la méthodologie BPMN que Leslie va donc vous présenter. En fonction de votre niveau de connaissance, ben, vous allez voilà, évoluer au fil de ce webinaire. Ce que je propose, c'est que vous avez donc un fil de chat, de discussion qui est à votre disposition pour poser des questions. Et puis, en fonction du moment où la question est posée, soit on y répondra tout de suite si je vois que c'est pertinent d'y répondre tout de suite par rapport à la présentation, soit on reportera les questions en fin de webinaire et on répondra aux questions à la fin du webinaire si cela vous convient. Eh bien, Leslie, je te laisse la main et puis on peut démarrer. Ben, en fait, je te laisse la main Tu puisque me la laisses la partie main. introductive est pour toi. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi on a organisé ce webinaire? Parce que ben, vous connaissez tous, toutes et tous, les défis de la supply chain aujourd'hui. Ils sont nombreux. On évolue dans un contexte qui, ben, allez, tous les 6 mois ou tous les ans, nous rappelle et nous apporte son lot de surprises et de contraintes. Donc, voilà, on a essayé de représenter rapidement les principaux défis, la complexité, multi-acteurs, multi-pays, ça vous connaissez bien depuis des années. La résilience face justement aux crises géopolitiques ou autres ruptures qui peuvent se présenter à nous. On veut tout plus vite, mais moins cher, donc il y a une concurrence accrue. On a les réglementations qui, pareil, apportent un certain nombre de contraintes à l'environnement de la supply chain. La visibilité est de plus en plus nécessaire en end-to-end, de bout à bout. On essaie de décloisonner les organisations. Et puis, une supply chain moderne se veut d'être digitalisée, bien évidemment, via un certain nombre d'outils avec l'émergence de l'IA depuis quelques temps. Donc, face à ces défis, on a besoin de s'organiser au niveau des entreprises, on a besoin de comprendre comment on fonctionne, on a besoin de maîtriser notre supply chain, de la faire évoluer et de la piloter. Et c'est tout l'intérêt justement des informations qu'on va vous partager aujourd'hui dans la modélisation des processus. Eh ben, merci pour cette introduction. On va démarrer, avant de parler justement de la modélisation, vraiment la gestion des processus. On va remettre un petit peu de contexte. Au-delà de la partie purement supply chain, la base, c'est quoi un process? J'aime bien démarrer par là, même si tout le monde a déjà une idée assez plus ou moins forte de ce que c'est qu'un processus. Mais si on reprend la définition un peu officielle de l'ISO, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Pour faire beaucoup plus simple, un peu plus vulgarisé, on va dire que c'est ce qui traduit le mode de fonctionnement de l'entreprise, de l'organisation, le qui fait quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, tout le monde a des process. Des fois, j'entends quand je vais dans des entreprises, non, mais chez nous, on n'aime pas les process, on n'a pas de process, etc. En fait, tout le monde en a. Si vous n'avez pas de process, vous ne faites pas d'activité, donc en gros, votre entreprise n'existe pas vraiment. Ce qui va par contre être intéressant pardon, au niveau des processus, c'est notre niveau de maîtrise. Et c'est là qu'on va passer sur une discipline, pardon, le management des processus. C'est une pratique qui va viser à modéliser, piloter, optimiser les processus de notre organisation avec des objectifs qui sont très différents, mais à la fois assez synergiques. C'est amélioration de l'efficacité, de l'efficience, de la fiabilité, de la résilience. On en parle beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau notamment cyber, etc. Ça va améliorer aussi l'agilité. Pareil, des fois dans les termes que j'entends, on va me dire non mais moi les process j'aime pas ça parce que je veux être agile. En fait, l'agilité, c'est pas le chaos. L'agilité, c'est maîtriser où on est, c'est maîtriser où on va. Et on peut comme ça beaucoup plus facilement, avec une approche processus, avoir une bonne agilité, en tout cas maîtriser notre adaptation. Et puis,
aussi toute la partie alignement stratégique et opérationnel du système d'information, puisqu'aujourd'hui, le socle de base de tout notre mode de fonctionnement, c'est bien entendu le système d'information. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on maîtrise notre activité? Pour le traduire, j'aime bien cette image, l'image un peu du canard, c'est-à-dire que quand on regarde en surface, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, ça fonctionne. On vend, on produit, on délivre, on approvisionne, on achète, on paye nos salariés. Finalement, l'atteinte de nos résultats, en tout cas l'atteinte de l'objectif des processus, est plutôt atteinte. La question qu'on va se poser quand on est dans la gestion des process, c'est quel effort, quel temps, quel montant de ressources, quand je dis montant, ce n'est pas forcément que financier, on va consommer pour arriver à atteindre ces résultats-là. Et c'est là souvent que les questions, elles deviennent très intéressantes parce que oui, on atteint nos résultats, oui, on fonctionne, mais des fois, on ne fonctionne pas forcément de la meilleure des façons. Et donc, on va amener à piloter notre organisation par les processus. Et j'insiste bien sur ce terme-là, pas de piloter les process, mais finalement d'avoir une vraie vision organisationnelle qui est basée sur les processus, où on va d'abord les modéliser, ce qui va être le cœur de la suite de cette présentation. On va les implémenter, les piloter, les analyser avec toute la myriade de data qu'on peut avoir aujourd'hui, mais aussi simplement aller interroger les gens du terrain pour savoir comment ça se passe, pour pouvoir éventuellement concevoir de nouvelles versions de nos processus améliorés. Et piloter par les processus, puisque finalement, on va avoir cette synergie qui va fédérer en fait tous les acteurs qui s'intéressent de près ou de loin à la santé, à la maîtrise de nos processus sur des axes de performance, sur des axes de conformité, sur des axes de qualité, sur des axes de résilience. Donc ça concerne vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, donc des gens qui sont sur des fonctions support, autour des coûts, autour de l'IT, autour de la sécurité, autour du contrôle, mais aussi les gens du terrain, les pilotes de process qui réalisent leur activité au quotidien et qui aimeraient bien des fois les faire avec plus d'efficience ou plus de sérénité, moins de conflits, enfin voilà, tout ce qu'on peut aussi rencontrer au quotidien. Je ne vais pas aller forcément développer plus loin parce que l'intérêt, c'est aussi de recentrer ce débat sur la supply chain. Donc, je relaisse la main pour ce focus-là. Merci Leslie. Donc en fait, je vous expliquais en préambule, donc enfin, en tout cas, je rappelais les principaux défis de la supply chain à l'heure actuelle. On les retrouve tout en haut. Et puis, on retrouve l'organisation par processus de la supply chain, que vous connaissez. C'est un modèle très classique, prévoir, approvisionner, produire, stocker, livrer, retourner. Cette chaîne de processus entre les fournisseurs et les clients. Eh bien, la réponse transverse à ce pilotage de la supply chain, c'est le pilotage par les processus, comme Leslie vient d'indiquer, avec une vision qui est unifiée. On vient décloisonner les étapes du processus, on vient faire travailler, collaborer les acteurs. On a la possibilité de mesurer également les différentes étapes avec des indicateurs et pas simplement regarder les résultats, mais en tout cas, on a une notion de pilotage, de mesure et de pilotage. On anticipe davantage et puis, bien sûr, on s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Donc, on regarde souvent les défis de la supply chain comme une liste, mais il faut véritablement les prendre sous forme d'une chaîne et les piloter sous forme de processus. Donc, c'est tout l'intérêt c'est ce on rappelle en bas, la supply chain n'est pas une somme de fonctions, c'est un processus en tant que tel, et tant qu'elle est pilotée par silos, les défis restent insolubles. Pilotée par les processus, elle devient véritablement gouvernable. Donc ça, c'est vraiment très important. Et j'ajouterai à ça que on a besoin de connaître nos process, on a besoin elles sont vraiment au cœur de nos problématiques, enfin ils sont vraiment au cœur de nos problématiques, donc on a besoin de les maîtriser et on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer ce qu'on ne peut pas décrire et on ne peut pas décrire ce qu'on n'a pas modélisé. Donc l'enchaînement est tout fait, c'est pour ça qu'on va regarder comment modéliser ces processus qui va nous permettre derrière de comprendre comment on peut les décrire et si on peut les décrire correctement, on va pouvoir les mesurer correctement et les piloter correctement. Merci pour la transition. On va zoomer justement sur la partie modélisation. Donc, qu'est-ce que la modélisation des processus? C'est le fait de capturer une séquence, enfin notre séquence ordonnée d'activités, alors des activités de tout type, de production, de communication, de contrôle, qui visent justement à atteindre l'objectif de nos processus, et puis également les ressources et les acteurs qui soutiennent ces différentes activités. En gros, on va essayer de visualiser le qui fait quoi. J'ai beaucoup insisté sur le qui fait quoi et pas le comment, parce que c'est ce qui va un peu distinguer le niveau processus de tout ce qu'on appelle plutôt procédure, mode opératoire, etc.
Et pourquoi est-ce qu'on modélise nos process? Donc, on va revenir un peu sur tous les fondamentaux, on va visualiser le mode de fonctionnement. Et vous imaginez pas le nombre de fois où quand on a un processus à plat sur une table, on arrive directement à voir les dysfonctionnements ou en tout cas les petits irritants qui sont logiques, mais qu'on ne se rend pas compte au quotidien, mais qu'on peut visualiser sur la table. Ça facilite donc derrière aussi l'analyse. On peut poser des points d'attention, des indicateurs qui soutiennent les différentes activités et qui nous aident aussi à les comprendre. Ça permet aussi de sortir la tête du guidon. Il y a quand même beaucoup d'irritants, de petits dysfonctionnements qui sont aussi inhérents au fait qu'on est dans notre quotidien et qu'on ne prend pas toujours le recul nécessaire pour se dire attends, stop, est-ce qu'on ne peut pas essayer de regarder pourquoi est-ce qu'on fait les choses et plutôt que répondre parce qu'on a toujours fait comme ça et que c'est comme ça qu'on fait, peut-être de s'interroger sur notre mode de fonctionnement. Mais pour ça, il faut créer en fait cet événement-là, il faut sortir les gens de leur quotidien pour les amener à réfléchir sur leurs pratiques. Et le fait de modéliser, c'est là aussi où ça va être intéressant. Ça va permettre ensuite d'avoir un livrable qui va permettre de partager de la connaissance, de créer une véritable bibliothèque du mode de fonctionnement d'une organisation. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ça va accompagner le changement. Il y a beaucoup dans les bonnes pratiques, notamment quand on fait des gros projets de transformation, on nous dit il faut qu'on connaisse nos processus actuels, il faut qu'on définisse nos processus cibles, parce que la différence entre les deux, c'est le changement qu'on va devoir piloter. Et donc, ce qui est intéressant et très intéressant, en tout cas, je trouve, dans la modélisation, c'est qu'on a deux opportunités. On a à la fois le livrable, c'est-à-dire ce résultat qu'on va obtenir qui visualise notre mode de fonctionnement, mais le fait aussi de le faire. C'est-à-dire que le faire, c'est on va mettre dans une pièce les gens qui participent à un processus, qui vont s'interroger, qui vont se questionner, qui vont voilà, des fois se dire ah non mais attends toi tu fais ça parce que moi aussi je le fais, on fait deux fois la même chose ou alors ah ben moi je bâclais cette activité parce que j'avais aucune visibilité de ce que tu faisais en aval de mon travail donc en fait je voyais pas trop l'intérêt mais en fait je comprends que moi là où j'ai mes faiblesses en fait toi ça a un gros impact derrière sur ton activité. On casse les stylos, on est beaucoup plus transverse, on réfléchit plus par service ou par département mais vraiment par processus de bout en bout. Alors Et le pour arriver suivi, à faire oui pardon, si je peux bien juste sûr. faire une petite illustration par rapport au défi de la supply chain qu'on a identifié juste avant. Sur la complexité de la supply chain, c'est vrai ce que tu disais, on a de plus en plus d'intervenants, et des intervenants qui ne sont pas forcément tous sur la même zone géographique. Donc, on a besoin de connecter ces intervenants. On a des processus qui sont enchevêtrés et on a souvent une difficulté à visualiser, à piloter tout ça sans représentation formelle. Quand on regarde l'autre défi sur les ruptures, par exemple, et sur donc la partie résilience et la capacité à l'entreprise à répondre aux crises systématiques, on a souvent besoin de mettre en place des plans de continuité, par exemple. Et ça, tout ça, ça doit également voilà, se modéliser, des scénarios alternatifs. Euh, donc en fait, la modélisation, elle intervient vraiment à tous les niveaux et elle permet d'avoir un langage commun également entre les métiers. Elle permet voilà, d'identifier éventuellement des irritants, des redondances, des zones d'ombre, donc de clarifier aussi des responsabilités et finalement de faire en sorte que les personnes de l'entreprise arrivent à mieux collaborer et mieux travailler ensemble. Voilà, je voulais juste illustrer par rapport à l'aspect à la supply chain. Et je vais rebondir sur la partie conduite des activités rapidement. C'est que c'est une tendance, en tout cas, moi, que j'ai vue dans ma pratique. C'est qu'au départ, j'accompagnais beaucoup pour optimiser des process. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de demandes sur la dégradation des processus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a mis à plat dans notre mode nominal, dans notre mode quotidien classique, eh ben, c'est quoi notre mode dégradé? Le jour où on n'a plus telle ressource informatique, telle ressource humaine, ou voilà, comment est-ce qu'on va fonctionner? Et on travaille aussi des processus un peu plus frugal, on va dire, un peu plus voilà, dégradé. Et cette tendance de résilience qui passe aussi par cette connaissance qu'on a de notre mode de fonctionnement. Et donc, par rapport à tout ça, la somme de ces modélisations va nous permettre de construire ce qu'on va appeler le référentiel des processus. L'idée, c'est de le faire de façon assez méthodique. On va d'abord commencer par travailler sur certainement du jargon que vous connaissez, les chaînes de valeur, les macro-processus, les domaines de processus, des choses très macro qui nous clarifient quand même notre activité avec une vision très différente de ce qu'on a classiquement, qui est la vision organigramme de notre structure. Là, on va vraiment être sur la partie activité et process. Ça ressemble un peu sur les macro-cartographies à ce que je vous ai marqué en bas, qui est un exemple très générique avec les process de pilotage, les processus opérationnels avec la chaîne de valeur, cœur de métier,
les processus support qui viennent soutenir en fait le cœur d'activité, les RH, la finance, etc., etc. On parle bien de domaine, on ne parle pas de direction. La direction finance intervient partout. La direction achat va aussi intervenir à différents endroits. Donc on est vraiment sur une logique qui est un peu renversée et décilotée de notre mode de fonctionnement. Et puis on va continuer à descendre vers de plus en plus de détails. On va aller vers les processus de bout en bout, on va aller vers des notions de sous-processus, puis plus on descend, et dans cette pyramide de cartographie, on arrivera vers des procédures, des modes opératoires, des workflows techniques d'automatisation, etc., etc. Le fait de suivre cette pyramide évite des choses que j'ai pu rencontrer moi, ou arriver dans une entreprise, on me montre un poster à zéro avec plein de carrés qui partout, où tout est cartographié sur un seul et même schéma. Bah, l'idée, c'est d'essayer d'avancer un peu plus progressivement et de construire ce référentiel de processus avec la modélisation, mais qui va intégrer aussi tout un corpus de connaissances autour de ce modèle-là. On va pouvoir lui ajouter des indicateurs, on va pouvoir lui ajouter des matrices de risque, de contrôle, des modèles de documents, des templates, des modes opératoires, euh, voilà, des tableaux d'indicateurs, des règles de gestion. En fait, tout notre compréhension de ce qu'on a de notre activité, avec toutes ces informations qui tournent autour, vont pouvoir être construites pour créer ce référentiel de connaissances. Au-delà de ça, on en vient un peu au sujet plus précis de ce webinaire. Bah, pour que tout le monde se comprenne, il faut quand même qu'on arrive à parler une même langue, une langue graphique, une langue schématique, mais en tout cas une langue quand même. Et c'est là que le standard BPMN intervient. Donc BPMN, ça veut dire Business Process Management Notation. C'est vraiment une représentation graphique qui a été créée spécifiquement pour que les métiers puissent exprimer leur logique métier, voilà, justement. C'est une spécification qui est très formelle. La documentation fait 500 pages. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a beaucoup de pages très techniques qui ne concernent pas du tout les métiers, parce qu'il y a un ensemble de symboles graphiques, une syntaxe à respecter, une sémantique, des règles d'usage, qui vont nous permettre en fait de traduire, littéralement, hein, c'est ça, notre mode de fonctionnement métier en une représentation schématique qui traduit la façon dont on réalise nos différentes activités. L'intérêt de BPMN, c'est plusieurs choses. C'est un standard, c'est une norme ISO, la norme ISO 19510. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant de se rappeler de ce nom-là, mais en tout cas, c'est pour démontrer un peu la reconnaissance de ce standard-là comme faisant consensus pour la représentation des processus métiers. Et ce qui lui permet d'ailleurs d'être un peu interopérable. Vous pouvez avoir ça dans plein d'outils différents, des outils très métiers orientés sur de la gestion de risque, voire jusqu'à des outils très techniques pour du workflow d'automatisation. Donc, il est assez fédérateur. Il est très intuitif, en tout cas, à mon sens, pour les métiers. Et également, il permet, quand on connaît bien le langage, de pouvoir s'exprimer graphiquement sans ambiguïté. Moi, ce que je reprochais un peu aux aux anciennes normes, on va dire, euh, ce qui n'était pas vraiment des normes, mais beaucoup de cabinets ou d'entreprises avaient un peu leur propre façon de faire. Alors, la roue n'a pas été réinventée avec le BPMN, on va retrouver quand même des classiques, mais il y a quand même eu quelque chose de assez formalisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que quand on a un objet qui a telle forme, on sait exactement qu'est-ce que ça traduit derrière dans le langage de notre métier. Euh, le BPMN, il ne faut pas non plus l'utiliser pour tout. Il est utile pour la partie un peu basse de notre pyramide, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une norme pour traduire la chaîne de valeur et le macroprocessus. Généralement, pour ça, on fait des jolis schémas assez graphiques, assez visuels. Voilà, c'est un peu limite de la com, quoi, on va dire. Et puis, c'est vraiment sur les processus de bout en bout, les sous-processus, puis on peut même l'utiliser en descendant encore plus bas, qu'on va utiliser cette norme-là. Avant d'aller justement voir un peu à quoi ça ressemble de façon plus précise, je redonne la main pour qu'on revienne sur la supply chain. Ouais, en fait, on a essayé de représenter en fait quels sont les impacts de ne pas modéliser ces processus en supply chain. En fait, alors vous allez peut-être vous y reconnaître, peut-être vous avez non, vous travaillez dans une entreprise avec une maturité suffisante, mais souvent on retrouve des processus qui sont plutôt implicites, fragmentés. On a une culture de l'oral, on n'a pas grand-chose de documenté. On n'a pas de responsabilité clairement définie. Donc, voilà, chacun voit un peu le bout de sa chaîne. On a des informations qui sont dispersées, qui sont parfois redondantes. On a des gens qui travaillent sur le même sujet et qui ne le savent pas. Et du coup, ça crée quelques frustrations.
On peut avoir des doubles saisies, des erreurs fréquentes. Ça, c'est vraiment les symptômes les plus répandus. Je parlais des responsabilités. On n'a pas de véritable pilotage transverse, hein, qui est toute je dirais, la genèse de la gestion par processus. Et puis, ben, penser aux nouvelles personnes qui arrivent dans une entreprise et qui découvrent le fonctionnement d'une entreprise. Ne pas modéliser ces processus, c'est aussi ben, ne pas savoir transmettre l'information, ne pas savoir. Voilà, donc on a des personnes qui arrivent dans l'entreprise et qui mettent, en fonction des personnes à qui elles posent une question, elles vont certainement avoir des réponses différentes. Donc, c'est aussi utile par exemple, en cas d'audit. Euh, Vous avez un auditeur, alors interne ou externe, hein, qui vient et qui regarde votre organisation, va avoir beaucoup plus de mal à l'auditer et à en tirer des points d'amélioration pertinents. Alors que si c'est modélisé, eh bien, on a une vision qui est beaucoup plus claire, formalisée, partagée. On a des rôles et responsabilités qui sont également très clarifiés. On a la capacité d'analyse surtout sur la modélisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier, comme je disais tout à l'heure, des irritants, des goulets d'étranglement, des risques éventuellement, des zones de contrôle, des points de contrôle qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir trop de dysfonctionnements dans nos processus. Et on a, comme le disait Leslie, une base solide pour digitaliser, pour automatiser. Alors, on parle depuis très très longtemps de l'industrie 4.0. Personnellement, pour travailler avec un certain nombre d'entreprises, il y en a beaucoup qui sont encore à l'ère du 2.0 ou du 3.0, mais qui ne sont pas encore clairement dans l'ère du 4.0. Pourtant, on a tous les outils pour le faire. Souvent, ça part du process. Les process ne sont pas correctement définis. Donc, à partir du moment où les process ne sont pas correctement définis, on ne va pas savoir les automatiser, on ne va pas savoir mettre en place les outils qui vont supporter les process. Voilà. Et tout ça, toute cette méthodologie vient s'inscrire dans une capacité à faire de l'amélioration continue sur nos process, justement. À partir du moment où on réussit à la visualiser, on réussit à la comprendre, eh bien, on arrive à les mesurer, encore une fois, et on arrive à les améliorer et à les piloter. Alors, on va avoir trois exemples. Pas forcément en supply chain, mais on va avoir trois exemples qui vont essayer de nous comprendre un peu comment c'est ce formalisme BPMN. Je vous ai dit que c'était intuitif. Est-ce que vous me croyez sur parole ou est-ce qu'on essaye un peu de le démontrer? Alors, on va partir sur un premier process qui devrait parler à une bonne majorité d'entre vous, qui est la gestion des habilitations. Alors, on est d'accord, c'est pas un process supply chain pur et dur, mais potentiellement, en tant qu'utilisateur de votre système d'info, vous pourriez être ce fameux demandeur qui a besoin d'être habilité sur telle ou telle application. Donc voilà à quoi ressemble ce processus. On va faire un petit exercice, on va dire rapidement. Je vais vous poser 8 questions sur ce process. Je vais vous laisser 2-3 minutes. On est d'accord, hein, peut-être que certains d'entre vous connaissent un peu le BPMN, mais peut-être d'autres pas du tout. Et imaginez, vous vous retrouvez avec ce schéma qui vous est présenté, on vous dit, vous en pensez quoi? Ben, est-ce que vous avez intuitivement la capacité de pouvoir en comprendre peut-être pas l'ensemble, mais au moins l'essentiel, qui peut vous permettre de répondre à ces différentes questions? Donc, je vais me taire quelques minutes. Quand vous avez terminé, mettez-moi peut-être un petit pouce ou un petit emoji pour qu'on puisse se rendre compte si on peut reprendre le fil de la présentation, mais je vous laisse vous concentrer un petit peu. Alors, pour les personnes qui reverront le replay, pas d'inquiétude, hein, le webinaire est toujours Bah, eux, ils feront pareil. exactement. Ils auront même plus de temps parce qu'ils pourront cliquer sur Ils pourront pause. mettre pause, exactement. Ok. Je vois qu'il y en a qui commencent à avoir terminé. Je vois des petits pouces qui Ah, on se... a des pouces qui arrivent dans tous Ouais. les sens. Voilà, donc ça y est. On a Claude qui nous répond que, l'arrivée d'une demande d'habilitation. Donc, Claude répond directement aux questions dans le chat, c'est pour voilà. ça. Donc, où commence le processus? L'arrivée d'une demande d'habilitation.
Ok, bonne donc on va réponse déjà. débriefer. On va effectivement débriefer rapidement. Vous avez eu l'occasion en tout cas, de parcourir un peu l'ensemble du process. Donc, ce qui est très intéressant, en tout cas, alors, il faut mettre quand même un postulat de départ. Il faut aussi que le modélisateur, il ait bien fait son travail. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il ait construit quelque chose qui soit lisible, qui soit juste, qui soit clair, qui soit conforme au métier, que ça ait du sens, etc. Donc, si en amont, le modélisateur a bien fait son travail, le lecteur, lui, de son côté, normalement, il doit pouvoir retrouver ses petits en très grosse majorité. Il doit pouvoir voir d'où on part. Donc, vous avez bien vu qu'on partait ici, là. Je vais peut-être essayer de prendre un pointeur. Voilà. On part ici de la demande d'habilitation. On va donc après voir la deuxième question, combien est-ce qu'il y a d'activités? Donc les activités, vous avez peut-être vu aussi intuitivement que c'était ces carrés. Donc à chaque fois qu'on va avoir une activité, ça est représenté ici sous la forme d'un petit rectangle aux bordures arrondies. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout cas dans notre processus. Donc on voit, ce n'est pas un énorme process, mais on a quand même 9 actions. On voit qu'on a deux fins possibles. La fin, c'est quand il ne se passe plus rien derrière. Donc, on voit qu'ici, on a une fin demande refusée et ici, on a une fin demande traitée. Combien de fois la demande est-elle contrôlée? Elle est contrôlée 2 fois. Et donc là, on commence à s'intéresser au sens, à la signification qu'on a dans notre processus. On voit que le manager, quand il a reçu la demande, il va contrôler la légitimité. Est-ce que cette personne, elle peut avoir accès à tel ou tel outil, à telle ou telle application? Si c'est oui, il valide, et si c'est non, il refuse la demande. Le deuxième contrôle qu'il y a, c'est le responsable des habilitations, qui lui ne contrôle pas la légitimité, mais va contrôler la faisabilité. Est-ce qu'il nous reste des licences, tout simplement, par exemple? Donc, si c'est faisable, à ce moment-là, on va habiliter le demandeur, et sinon, on va refuser la demande qui sera clôturée et la demande sera traitée. C'est très intuitif parce qu'en fait, on voit d'où on part, on voit où on arrive, on suit les flèches, et on lit littéralement ce qui nous est exprimé dans les différentes activités. Quelles sont donc les deux façons de refuser la demande? Eh bien, elles sont liées aux deux contrôles, soit parce que la demande n'est pas légitime et on refuse ici, et c'est refusé par le manager, on parlait tout à l'heure du qui fait quoi, on sait bien qui fait quoi ici, soit c'est refusé par le responsable de l'habilitation, et à ce moment-là, la demande est également refusée dans ce cas-là. À quel moment est-ce qu'on interagit avec le demandeur? C'est ça aussi où c'est intéressant. Visuellement, on voit les points de contact. Donc là, on a le demandeur, ça pourrait être un client, ça pourrait être un autre type de partenaire. On voit qu'on a 4 interactions ici qui sont représentées avec notre demandeur. Qui l'habilite? Eh bien, c'est le responsable des habilitations. Donc là aussi, on revient encore, je vous l'ai dit, à notre qui fait quoi, mais c'est très intéressant de connaître les droits de chacun. En plus, on est en plus dans un process d'habilitation, mais là, ça veut dire que techniquement, dans nos applications, le manager ne doit pas pouvoir habiliter quelqu'un. Seul quelqu'un avec un rôle de responsable d'habilitation doit pouvoir, dans les outils, affecter les habilitations à un demandeur. Donc, le qui fait quoi traduit à la fois des responsabilités, mais va traduire peut-être aussi des droits d'accès dans notre système d'information. Et la dernière question, elle était plus dure, mais elle était quand même accessible. Pour traiter une demande d'habilitation, combien d'activités sont à réaliser au minimum et au maximum? Donc la demande, là il faut qu'on suive un petit peu l'histoire. Le plus petit chemin, c'est le refus de la demande dès le début. Donc on a une demande d'habilitation, on la contrôle, elle est refusée, on la clôture et fin. Ça passe même pas d'ailleurs chez le responsable d'habilitation, on a 3 activités. Et le deuxième chemin, le plus long, c'est on contrôle, c'est accepté, on recontrôle, c'est accepté, on habilite, on envoie, on clôture la demande et la demande est effectivement traitée. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'on a 9 activités, mais l'histoire qu'elles vont raconter, ce n'est pas forcément les 9 tout ensemble. On a une histoire où il y a 3 activités qui vont se réaliser, et une autre histoire où on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont pouvoir se réaliser. Donc voilà, c'est un exemple pour un process que vous avez peut-être déjà vécu en tant que demandeur ou en tant que manager ou voire en tant qu'habiliteur, je ne sais pas. Et on voit là que c'est clair, on a les responsabilités, on a tout ça. Je vais vous donner un deuxième exemple, mais qui va nous permettre cette fois-ci de donner un peu plus d'éléments sur la partie BPMN. On va aller dans un restaurant. Le timing est bien choisi. Là, on retrouve aussi différents participants et on commence à avoir un peu des réflexes. On sait déjà où est-ce qu'on commence. On commence par ce qu'on appellera un événement de début. C'est ces petits ronds avec une bordure fine. Et puis, on terminera sur ce qu'on appelle des événements de fin. Ce sont des ronds avec des bordures épaisses sur lesquelles, bien évidemment, il ne se passe plus rien après. On a nos différentes activités.
qui vont traduire les actions qui vont être réalisées par les différents acteurs qu'on va retrouver dans ce qu'on appellera dans notre jargon des piscines et des couloirs. Dans notre processus, on a le client et on a le restaurant qui est divisé avec le serveur et le rôle de la cuisine. On va avoir après des concepts que vous en avez vu dans le précédent, dans le précédent processus, qui vont être un peu plus intermédiaires, mais qu'encore une fois, quand ils sont bien construits, on arrive un peu à les comprendre. C'est par exemple ces passerelles qui sont représentées sous la forme de losanges. Quand vous avez un processus qui vous est proposé, eh ben, en fait, il faut juste lire l'histoire qui vous est racontée. Littéralement, c'est ça. Le faire à voix haute, en plus, vous allez voir que c'est très facile. Et d'ailleurs, si vous vous dites que, tiens, l'histoire que je suis en train de raconter, elle n'a pas vraiment de sens, c'est que la modélisation n'est pas bonne derrière et vous pouvez faire remonter qu'il y a un petit couac dans l'histoire. Comment ça marche? Ben, en fait, on suit les flèches. On va se dire, ben voilà, on reçoit une commande client. Et on va ensuite saisir la commande. On va s'appuyer pour ça par des systèmes informatiques, des bases de données. On peut rajouter plein d'informations un peu connexes. Et ensuite, en fonction du contenu de la commande, bah, soit je vais prendre une boisson, soit je vais aller préparer les plats, soit je vais faire les deux. Donc là, on imagine que la personne elle a pris et des boissons et des plats. On va aller activer la préparation de la boisson et aller activer la préparation des plats au niveau de notre cuisine. Quand tout le monde a terminé, eh bien, on va pouvoir servir notre client. On arrive ensuite à une interaction avec notre client sur lequel on va attendre qu'il nous demande la note. Là, on a une pause dans notre processus, on appelle ça un événement intermédiaire. Et donc le client, là, on est en pause tant que le client ne nous a pas demandé la note. Dès qu'il nous demande la note, ça réactive notre process et on va aller vers la fin, à la fois vers l'encaissement, le débarrassage de la table, faire la plonge. Et lorsque tout ce petit monde a terminé ce qu'il avait à faire, eh ben, notre processus prend fin. Voilà l'histoire qu'on a racontée. Et l'histoire, elle fait sens, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça voilà, qu'on va gérer dans ce restaurant, en tout cas. Peut-être pas dans tous, hein, on peut avoir des différences d'un restaurant à l'autre. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans la partie encaissement, on a un petit plus. Bah là, on va aller pouvoir détailler avec un sous-processus qui va nous amener vers nouvelle séquence de détails, d'activités, et on reprend la même chose. On commence, on va demander la carte de fidélité. Si le client possède une carte, eh bien, on va aller lui appliquer une remise. Si le client n'en possède pas mais qu'il en veut une, on va lui créer et on va aller lui appliquer la remise. Ou alors, si le client n'en a pas et qu'il n'en veut pas, on passe direct à l'encaissement du client. On édite la note, on donne la note au client et c'est la fin de ce sous-processus. On remonte à notre niveau du dessus, à notre niveau parent pour continuer. Bon, il s'avère qu'ici, après encaissement, il ne se passe rien, mais on pourrait imaginer qu'après encaissement, on a encore d'autres actions qui puissent être réalisées. On est Leslie, vraiment sur une acculturation, donc on va apprendre à parler un langage. Il y a beaucoup de choses qui sont très intuitives, qui permettent à tout à chacun de comprendre les grandes lignes d'un process. Puis après, il va y avoir un peu des subtilités. Vous voyez que dans les petits losanges, on ne met pas toujours le même signe. Vous voyez que dans les activités aussi, on va pouvoir mettre des petits signes qui vont nous dire, ah tiens, cette activité, elle est manuelle, cette activité, elle est automatique, cette activité, elle est un peu automatique, mais elle nécessite quand même un utilisateur. On a pas mal de petites subtilités qui, elles, ne sont pas 100% intuitives, qui demandent d'être acculturées à ce langage-là. Mais quand vous allez modéliser quelque chose qui tient la route, vous pouvez le donner à quelqu'un et lui demander quand même de son avis. Il devrait comprendre une très grosse partie de ce que vous avez modélisé. Je ne Leslie, sais pas s'il y a j'ajouterais, des questions. ouais, je Euh, vais juste ajouter une chose, Leslie, c'est oui, en fait, vous pouvez remarquer que toutes les activités contiennent des verbes d'action. Et ça, c'est très important. exact. Souvent, et tu l'expliqueras mieux que moi, Leslie, mais souvent on voit des représentations de processus ou des diagrammes où, alors soit il y a pas de verbe d'action, soit il y a un mélange entre des verbes d'action et puis autre chose. Là, pourquoi on met des verbes d'action dans les activités? Parce que derrière, on a des vraies responsabilités. Et quand on regarde le sous-processus encaissement, lui, par contre, c'est un sous-processus qu'on va appeler par ce processus-là. Donc, lui s'appelle encaissement. Mais toutes les autres activités, enfin, toutes les activités ont vraiment des verbes d'action. Je ne sais pas si tu peux préciser justement là, et j'illustrerai ensuite aussi quelque chose là-dessus, mais préciser la nécessité d'avoir ces verbes d'action. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, BPMN est prévu pour ne pas être ambigu. Et ces rectangles, c'est des activités. Si c'est des activités, c'est des actions. Si c'est des actions, on devrait être capable de mettre un verbe dedans. Et ça fait partie, je crois, notamment dans les formations que je donne, la première règle que je donne, c'est que si vous ne pouvez pas mettre de verbe dans une activité, c'est juste que ce n'est pas une activité, donc c'est pas un rectangle.
Et comme ça, encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça peut être une passerelle, ça peut être un événement, ça peut être éventuellement un objet qu'on va manipuler dans une activité. Et si vous ne pouvez pas mettre de verbe, c'est que ce n'est pas une action. Donc comme ça, au moins, ça vous permet des fois un peu une autocorrection, notamment quand on débute en modélisation. Euh, et, euh, et ça évite, comme j'ai pu le voir moi dans des process qui ne suivent pas forcément une norme un peu cadrée, d'avoir des fois servir le client, puis le carré d'après va s'appeler menu, puis le carré d'après va s'appeler commande terminée. Donc on va alterner entre des actions, des objets qu'on manipule, des états du process, commande terminée, commande traitée. Là, au moins, chaque chose a son utilité et c'est comme quand on parle une langue, en fait, hein. Si vous mettez à inverser tous les mots, à inverser votre conjugaison, on vous comprendra un peu, mais enfin, l'objectif d'un langage, c'est on parle tous le même pour vraiment qu'on se comprenne sans ambiguïté. Voilà, et j'ajouterais que derrière les verbes d'action et la modélisation en BPMN des processus pour le réaliser dans des entreprises, on a la capacité donc je disais, de clarifier les responsabilités et de faire par exemple une matrice RACI. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la matrice RACI, R pour responsable, A pour approbateur, C pour consulter et I pour informer. Donc, en fait, tous les acteurs qui sont définis au niveau des couloirs de la piscine-restaurant, là, par exemple, serveur, cuisine, vont traiter des activités et ces activités, du coup, ils vont être R responsables de ces activités. Et donc, on peut transposer la modélisation du processus vers une matrice de responsabilité type RACI, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est très, très utile et du coup très connecté. Et on se retrouve avec en même temps une représentation graphique du processus et en même temps des rôles et responsabilités clairement définis par ailleurs. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette modélisation également. Alors, Alors, je regarde juste, tu disais, est-ce qu'il y a des non, questions? j'ai pas vu de questions, j'en ai Alors profité de justement, regarder. j'ai juste un commentaire là de Christophe. Petite subtilité que nous utilisons dans notre entreprise, un code couleur dans les boîtes d'activité pour montrer dans quel système informatique l'activité est réalisée quand il s'agit d'une activité utilisant SI. Assez utile pour avoir une vision simple des outils utilisés. En effet, c'est... alors je te laisse commenter, Ouais, Leslie, là-dessus. c'est une bonne pratique. Pour le coup, les couleurs sont ouvertes dans BPMN, c'est-à-dire que vous pouvez affecter un code couleur. La seule chose, c'est qu'il faut que tout le monde connaisse ce code couleur. C'est-à-dire que vous rajoutez une convention qui est une très bonne idée, une très bonne initiative. C'est juste qu'après, il faut que tout le monde soit au fait. Ce qui va être intéressant, parce qu'il existe aussi des outils qui permettent de créer ces référentiels-là, dans lesquels on va pouvoir directement mapper les outils informatiques aux différentes activités, au-delà du code couleur qui est uniquement graphique. Et pour derrière pouvoir faire des requêtes de type donne-moi tous les process qui utilisent le module Intel de SAP ou voilà, tel élément pour avoir en fait toutes les couches, toutes les strates du process jusqu'à la couche applicative. Et quand vous avez voilà, des mises à jour, vous voulez identifier des tâches qui sont peut-être pas encore assez bien automatisées ou pas assez bien soutenues par un système, et ben vous avez vraiment ce mapping qui est fait. Donc le côté graphique donne un aspect très visuel pour le lecteur, en tout cas, et pour le côté informatif. Donc, c'est une super bonne pratique. Et après, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de mapper les systèmes informatiques au niveau des process pour aller plus vers le pilotage et ensuite, voilà, travailler sur d'autres stratégies, plus d'architecture d'entreprise ou d'urbanisation. Ouais, et j'ajouterais aussi pour répondre à Christophe et aux commentaires que tu viens de faire, Leslie, que en fait, on voit là sur le schéma, alors c'est un exemple, mais on voit le lien sur saisir la commande, la première activité, on voit le lien vers le système ProResto, et puis on voit qu'on utilise un menu pour saisir la commande, donc on pioche des informations dans une base de données. En fait, dans la modélisation, les outils de modélisation des PMN, et corrige-moi si je dis des bêtises, Leslie, mais permettent, comme tu disais, de faire les mappings, mais aussi de directement pouvoir cliquer éventuellement, enfin, on peut faire des liens pour accéder à une application, accéder à une base documentaire qui va, lui, elle, contenir des modes opératoires ou des procédures. Et on a vu tout à l'heure, c'était la couche vraiment basse, la partie procédure et mode opératoire. Donc, on peut en fait faire un vrai référentiel, comme tu le disais, et avoir tout à disposition via cette modélisation.
Après, c'est juste une question d'outillage. Oui, Même s'il ne faut pas être toujours technocentré dans une démarche process, c'est-à-dire que là, bon, bah, vous avez une version PowerPoint, voilà, des outils de modélisation en existe plein et des gratuits qui sont très bien. À partir du moment où on veut construire justement ce référentiel de connaissances, bah, il faut une logique un peu base de données finalement. Et c'est là où, en fonction il en existe aussi beaucoup des outils avec des objectifs des fois qui ne sont pas toujours les mêmes et qui vont permettre d'aller construire ce référentiel avec votre ambition qui est la vôtre. Donc, on va paramétrer. Voilà, il y a on rentre dans une logique qui est vraiment création du référentiel et pas uniquement modélisation one-shot d'un process dans le cadre d'une opportunité projet ou ce genre de choses. Mais c'est des initiatives qui sont très intéressantes à mener. Complexes, mais très intéressantes. alors on va vous proposer rapidement un exemple appliqué à la supply chain, euh, qui est un exemple assez simple, hein. C'est une commande client, hein. On reçoit une commande client, donc on voit que le client est représenté dans une piscine en haut, une piscine externe, et puis dans la piscine de l'entreprise, on retrouve l'administration des ventes, hein, le service client, la planification, les appros, la prod. Et en fait, on vient schématiser donc la commande reçue du client et comment on va venir saisir la commande, vérifier qu'on a des prévisions. Si on n'a pas de prévision, c'est une demande exceptionnelle. On passe par une boucle de vérification des appros et des capacités. Alors, c'est très simplifié, hein, mais voilà typiquement le genre de processus que l'on peut schématiser pour la supply chain avec des boucles de validation et derrière des interactions entre les différents acteurs. Et derrière ça, on va pouvoir définir une matrice RACI éventuellement pour clarifier les rôles et responsabilités et ajouter des acteurs qui doivent être consultés ou informés au-delà de la responsabilité proprement dite de l'activité. Donc c'est assez intuitif, comme tu le disais, Leslie, c'est assez facile à utiliser à partir du moment où on a compris la logique. Moi, juste alors tu peux peut-être montrer suite à ça les compétences à acquérir pour la modélisation des BPM, Leslie. Puis moi, je pourrais témoigner de comment je me suis approprié cette méthodologie et comment je l'utilise aujourd'hui pour faire un retour. Et ça peut être intéressant également parce que je vois qu'il y a éventuellement des personnes qui pratiquent déjà le BPMN en entreprise. Donc, d'avoir des retours aussi de votre part, hein, parmi les participants et des choses, des bonnes pratiques à partager, ce serait très intéressant également. Alors oui, en fait, voilà, pour clarifier un petit peu ces notions autour de BPMN et des process en général, en fonction de notre rôle dans l'entreprise, on n'a pas forcément besoin de tous les mêmes connaissances. C'est-à-dire que il y a la première compétence, c'est la compétence de savoir lire un diagramme. C'est exactement ce qu'on vient de faire là. On vient de démontrer, j'espère en tout cas, que c'était plutôt accessible et intuitif dans les grandes lignes d'un processus. Donc souvent, tous les collaborateurs, quand vous rentrez dans ce type de démarche, de langage partagé, ils doivent être en capacité de lire et de comprendre ce que vous modélisez. Donc ça, c'est très accessible. Donc des fois, c'est vraiment laissé à l'intuition, à l'intuitivité, on va dire à 100%. Puis des fois, il y a des petits micro-modules de formation de 30 minutes, 1 heure qui permettent vraiment d'acculturer, un peu comme on vient de le faire là. On acculture à la démarche processus, pourquoi on modélise les process, à quoi ça nous sert dans notre organisation. Et voilà comment vous pouvez lire un diagramme et contribuer peut-être à nous dire si c'est bon, pas bon, ou est-ce que vous avez des irritants. Donc, il y a des petits parcours d'acculturation comme ça qui peuvent exister, mais ça reste quand même assez intuitif pour l'ensemble. Et puis après, plus on prend un rôle, on va dire, plus important dans la démarche, et plus on a besoin quand même de consolider un peu notre pratique et nos compétences. Donc par exemple, il va y avoir ceux qui vont lire, mais pour valider. Donc les référents métiers, les directeurs, les managers, les pilotes de processus qui vont récupérer les livrables des modélisateurs et qui doivent mettre un tampon. C'est bien comme ça qu'on travaille, ou alors qui doivent se servir aussi de ces modélisations pour animer des ateliers d'amélioration, ce genre de choses. Donc là, ils ont quand même besoin, c'est pas des modélisateurs en soi, mais ils ont quand même besoin d'avoir une connaissance un peu plus soutenue pour pouvoir voilà, valider un certain nombre de choses. Et puis après, il y a vraiment ceux qui sont des modélisateurs. Donc il y a des gens qui ont cette casquette-là hein, dans des structures modélisateurs. Il y en a ça s'appelle aussi des business analysts. Il y a des auditeurs aussi qui peuvent faire ça dans le cadre de leur mission. Bref, tous ceux qui ont besoin de poser à plat un process pour en faire quelque chose. Et bien là, on a ceux qui doivent modéliser le métier. Et là, pour le coup, de mon expérience,
j'en ai vu qui le font de façon assez, pareil, intuitive, hein, parce que ça reste quand même des carrés, des ronds, on peut s'en sortir. Mais si on veut le faire bien, en respectant la norme, donc avec un côté de conformité, si on veut le faire bien en ayant un côté de lisibilité, ayant aussi de la cohérence métier, parce que mine de rien, faire une gymnastique où on traduit une logique métier dans une logique visuelle, c'est quand même pas, voilà, c'est pas que tracer des flèches et faire des carrés. Il y a vraiment une pratique qui est plus solide. Eh bien, en fait, ça nécessite souvent une formation et surtout de la pratique. Parce que c'est pareil, hein, quand vous apprenez un nouveau langage, la première chose qu'on vous a dit dans un cours d'anglais, c'était Where is Brian? On ne vous a pas fait lire Shakespeare. Donc, on commence par les fondamentaux. Puis après, si vous voulez vraiment transformer l'essai de cette nouvelle langue, on vous a tous dit, hein, l'anglais, si tu restes juste en cours, tu vas apprendre du vocabulaire, mais tu ne sauras pas forcément l'exprimer, le parler. Donc, il faut aussi modéliser, apprendre voilà, par ce qu'on fait, par l'erreur, par l'analogie. Plus on en fait et plus ça devient extrêmement simple. Moi, j'aime bien le dire souvent, mais c'est la petite blague, c'est que des fois en atelier, on me parle et j'ai le process qui se dessine dans la tête parce que vraiment, mon cerveau est entraîné à ça depuis des années. Donc, c'est de la pratique, hein, c'est pas un pouvoir particulier, c'est juste vraiment beaucoup de pratique et d'entraînement de cerveau voilà, qui fonctionne comme ça maintenant. Ouais, moi, je vais rappeler une citation d'un poète d'il y a quelques siècles qui s'appelle Boileau et que vous connaissez certainement, qui dit Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Moi, c'est vraiment ma citation préférée parce que je trouve qu'on est trop souvent à se faire des nœuds au cerveau et à créer des points de tension, des frustrations, des difficultés, etc., juste parce que les choses n'ont pas été définies clairement. Et je vais faire un retour d'expérience, moi, j'ai fait la formation BPMN avec Leslie il y a quelques temps, et j'avais vraiment envie d'avoir cet outil-là en poche parce que, alors je me suis présenté très rapidement tout à l'heure, mais au-delà d'être membre actif d'Alpe Supply Chain, j'ai créé mon entreprise et je suis consultant, donc je fais des audits, diagnostics supply chain, accompagnement aux entreprises, etc. Quand vous arrivez dans une entreprise en CDD ou en CDI, vous y êtes pour un certain temps, vous avez le temps d'apprendre comment ça fonctionne, vous mettez plus ou moins de temps, etc. Quand vous arrivez en tant que prestataire externe dans une entreprise, vous avez intérêt à aller très très rapidement dans la compréhension de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise. Eh bien, la modélisation des processus, si elle n'est pas faite, est un excellent moyen de comprendre comment l'entreprise fonctionne et même d'apprendre souvent à l'entreprise comment elle fonctionne. Parce que justement, je disais tout à l'heure, c'est implicite, on pense savoir comment on fonctionne, et puis quand on le modélise, qu'on le visualise, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne. C'est peut-être, ah bah tiens, on n'avait pas pensé qu'il y avait ci, il y avait ça. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de faire cette modélisation. Moi, ça m'a vraiment apporté la capacité à clarifier les choses, à les structurer, et puis c'est comme tout, hein, on parle beaucoup de visual management dans les entreprises, dans les industries. Bah, quelque part, c'est du visual management. À partir du moment où vous visualisez les choses, eh bien, vous vous posez forcément des questions différemment et ça permet de se poser les bonnes questions et de s'améliorer. Donc, c'est vraiment pour moi un outil très pratique et au sein de l'Apple Supply Chain, vous savez, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on essaie d'apporter véritablement des méthodes et des outils pratiques que vous puissiez mettre en place rapidement, facilement dans vos organisations, dans vos activités. Voilà, c'est vraiment du partage de bonnes pratiques aujourd'hui, ce webinaire aussi, pour se dire, bah, tiens, ça existe, voilà ce que ça apporte et comment demain je peux l'appliquer et quelles compétences je dois avoir pour mettre ça en place euh, ou quelles compétences je peux trouver pour mettre ça en place. Donc, il nous Je, reste. Oui, je vas-y, sais pas Leslie. oui, je sais pas s'il y a des questions parce que J'allais. qui vont peut-être arriver. Sinon, j'ai un dernier exemple bonus pour montrer un avant-après qu'on a fait sur enfin, cas qui permet d'expliquer, voilà, l'existant. On est parti de là, on s'est posé ces questions et on est arrivé ensuite ici sur une version cible. Donc, bien entendu, on donne la priorité aux questions, mais sinon, on a ce petit, voilà, ce dernier petit process bonus si jamais
il n'y a pas de questions particulières. En espérant Alors, que c'était parce que c'était très clair et pas parce que c'était pas intéressant. voilà, on espère que le webinaire a été intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, même ouvrir vos micros pour poser les questions en direct. Ce sera beaucoup plus interactif. Ou alors à partager votre expérience sur le sujet. Ne soyez pas timide. Oui, bah moi, Virginie, je veux bien partager un retour d'expérience. Oui. Avec plaisir. Voilà, moi j'ai eu deux cas en industrie complètement opposés. Donc dans un premier, effectivement, tout était chaotique, rien n'était clair et parce que justement il n'y avait pas de processus clairement défini et des responsabilités qui étaient énoncées clairement. Donc j'ai travaillé sur ce sujet en tant que responsable supply chain en interne et je dois dire qu'en moins d'un an, on est passé d'une situation très chaotique à quelque chose où tout était très serein, chacun savait où il allait, et on avait dégagé un temps libre fou, on a pu du coup consacrer du temps à des projets pour lesquels on n'avait pas du tout de temps, grâce justement à la modélisation des processus. Et dans une deuxième expérience, malheureusement, les personnes ne voyaient pas l'intérêt d'une telle pratique et on est resté à travailler dans le chaos. Et ça s'est soldé par des burn-out, des absences, des gens qui en pouvaient plus, qui étaient épuisés parce que justement, il n'y avait pas de responsabilité clairement définie, les processus n'étaient pas clairs, on savait pas dans quel ordre faire, comment, il y avait des doublons, de la perte de temps. Donc, enfin, moi, je suis 200% convaincue que c'est indispensable et bénéfique aux entreprises. Pour rebondir sur ce que tu dis, Virginie, parce que c'est super important, quand on parle de gestion des process, on parle performance, on parle risque, on parle tout ça, donc on a l'impression que c'est un peu les hautes sphères de l'entreprise et que les grands gagnants, c'est encore voilà, faire plus avec moins, machin, etc. Et en fait, généralement, quand on va travailler sur un process, en très très grosse majorité, les gagnants, c'est ceux qui sont sur le terrain. Parce que c'est eux qui ont les problèmes au quotidien, c'est eux qui ont les conflits au quotidien, voilà, etc. Et en fait, même si dans les grandes présentations, vous avez souvent ces jargons, comme je l'ai pu le faire moi aussi, hein, côté performance, résilience, on est vraiment sur, on réfléchit au niveau collectif et entreprise, mais le gain au niveau individuel, sérénité, qualité un peu de vie au travail, mine de rien, en enlevant un peu des irritants et des conflits, il est aussi immense et ça rejoint vraiment ce que tu disais à l'instant. Alors, merci Virginie. On a Marianne. Oui, alors juste pour compléter ce que disait justement Virginie, que je trouvais très intéressant, c'est que moi je l'ai vécu et également, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce chaos dont on n'arrivait pas à sortir, euh, il y avait également des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y avait des tâches qui n'étaient pas prises en compte par aucun service et que ça, on s'est heurté à ce genre de choses. Et si on n'emmène pas les équipes, ben, du coup, personne ne prend ces tâches-là et ça crée des grosses difficultés aussi. Ouais. Merci. J'ai alors un commentaire, puis on va laisser la parole aussi à Mamadou qui veut s'exprimer. J'ai un commentaire de Guy qui dit: Bonjour, je travaille sur la partie automatisation. Les modèles BPMN des processus qu'on automatise nous ont toujours servi en atelier pour avoir une une vue globale. Les actions contradictoires, les parties prenantes réalisent ce qu'elles font et cela facilite les compromis sur ce qu'on va automatiser. Voilà, donc c'est aussi une très bonne illustration de l'intérêt de tout ça. Mamadou? Oui, bonjour Sébastien et bonjour Leslie. Juste une question déjà. La question, c'est par rapport à la formalisation de PMN. Est-ce qu'on peut trouver des références quelque part par rapport aux différents éléments en fait, du graphe? Comment se former? Bah, il y a la norme, elle fait 500 pages, mais il faut quand même se Non, la merci. coller, hein, mais elle est Merci, un non, peu merci. indigeste. Elle est un peu indigeste. Après, il y a quelques livres qui existent et après, il y a des formations. Il y a des formations. Voilà, moi, je me suis auto-formée et pour le coup, j'ai lu la norme au début. Après, j'ai beaucoup pratiqué. Et donc ça se fait, surtout si vous avez déjà un peu une logique modèle qu'on a des fois quand on fait des études en informatique, on nous amène quand même beaucoup à la Ouais, modélisation en Meurice et général. compagnie. Ouais. Mhm. Voilà, donc c'est un peu facilitant, mais après, ouais, il y a des livres, il y a des formations, il y a la norme, il y a plein de choses qui existent en ligne, il y a des vidéos sur YouTube.
Voilà, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Ça reste quand même une norme ouverte. Et donc, en fait, voilà, elle est libre d'utilisation. Elle n'est pas propriétaire de quelqu'un. Donc, voilà. Ok. Et du Alors coup, si j'ai bien Clémence, compris si j'ai bien compris ce qui était dit au début du webinaire, il faut commencer d'abord par modéliser sa chaîne de valeur et ses macro-processus, quoi, avant de rentrer Idéalement, dans les après, détails. après, c'est quand on construit le référentiel, il faut qu'on ait cette logique un peu pyramidale. Mais par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir d'en haut. Par exemple, quand tu vas avoir un projet IT que tu dois modéliser dans le domaine de ce projet-là, bah, tu vas partir sur ces process-là. Souvent, d'ailleurs, c'est là que ça démarre dans beaucoup de structures. Et après, on va éventuellement essayer de remonter la pyramide et de construire quelque chose de plus global. Donc, il y a des approches qui sont très bottom-up et d'autres qui sont très top-down. Ça dépend des opportunités, ça dépend aussi quel est d'où ça émerge. Moi, je travaille des boîtes où ça émerge du contrôle interne et de l'audit, donc c'est très transverse et on est vraiment sur quelque chose voilà, de très macro. Puis il y a des fois, ça émerge de projets de transformation, donc on est plutôt sur le domaine du projet d'abord, et puis après, on verra comment on capitalise pour aller vers du pilotage ensuite. Ok. alors Merci. je vais prendre quelques commentaires qui sont apparus juste avant de répondre à ce qui est dans le fil du chat. Sur l'aspect formation, alors Leslie propose des formations et moi pour avoir suivi ces formations et pour avoir suivi quelques formations dans ma carrière, je peux vous dire qu'elle a une approche qui est vraiment très intéressante avec des modules qui sont euh, très intuitifs. Vous pouvez faire de la formation en présentiel ou en distanciel ou en mixte. Moi, je l'avais fait en mixte et elle a enfin, comment dire, une base un module, enfin, une base de formation, je ne vais pas trouver, une plateforme de formation, voilà, qui est vraiment super bien faite avec des vidéos explicatives, avec des exercices, et vous pouvez débriefer des résultats des exercices après avec Leslie. Je vois que Claude, apparemment, s'est formé également avec Leslie. Je crois que c'est pas la Donc, seule, je reconnais quelques noms qui sont là, en fait, ça ouais, me ouais, fait ouais, ouais. sourire. Bon, donc, et on envisage avec Alpes Supply Chain, pour ceux qui ont déjà participé à des ateliers et des webinaires, dans l'offre Supply Chain, on envisage à terme, dans les prochains mois, on va dire, d'avoir une offre de formation pour nos adhérents. Donc, typiquement, on a voulu organiser ce webinaire aujourd'hui pour prendre la température, pour voir l'intérêt que ça pouvait susciter. Mais s'il y a des besoins de formation derrière, on n'hésitera pas à aller plus loin et éventuellement construire des formations pour nos adhérents Alpes Supply Chain. Alors, j'ai une question de Clémence. Dans quelle mesure le BPMN est complémentaire ou remplace la VSM, donc le Value Stream Mapping? C'est complémentaire. Pour moi, la VSM, elle est plutôt sur le haut de la pyramide et comme je vous dis, BPMN est plutôt sur les process de bout en bout, un peu plus en dessous. Donc, de toute façon, il n'y a pas de concurrence. La VSM, pour moi, permet souvent de clarifier le début. Ça permet aussi de poser des questions parce que c'est compliqué de partir tout de suite de l'événement de début. Donc, même si on le fait sur un petit process, ça nous permet quand même de clarifier un certain nombre de choses. Il y a le CIPOC aussi. Il y a plein de petits outils comme ça autour des process qui sont très complémentaires. Moi, j'ai mes petits outils préférés, mais après, c'est parce que c'est en fonction de comment on anime, comment on a notre logique. Voilà, il y a pas mal de choses que j'aime aussi qui sont du côté du lean management. Bon, bref, c'est. Et encore une fois, là, on sort après de la modélisation et on arrive un peu plus sur le pilotage. Comme on arrive à midi, j'avais un peu teasé le petit bonus où j'ai dit on pourra vous montrer l'avant, l'après. Pour information, alors je fais une micro-pub, sinon c'en est pas vraiment une, mais sur LinkedIn, là, j'ai prévu sur les mois un peu d'été de faire justement cette histoire-là, voilà d'où on est parti, voilà les questions qu'on s'est posées, un peu d'IA, un peu d'analyse d'indicateurs, d'analyse d'irritants, et de vous montrer en fait tous les questionnements d'analyse et qui ont amené à une version 2 en fait d'un processus. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et puis voilà, vous pourrez consulter cette petite histoire cet été. Voilà. Et pour ceux qui voulaient, tu avais fait un teasing aussi sur le avant-après de tout à l'heure. Donc, ceux qui veulent rester encore une minute, peut-être que tu peux présenter ce que tu Ah bah, voulais je montrer. peux, mais je ne voulais pas déborder de trop, c'est pour Voilà, ça. ben, Donc, n'hésitez pas. En tout cas, on a atteint midi. Donc, pour ceux qui veulent quitter le webinaire, qui ont d'autres occupations, n'hésitez pas à vous déconnecter. Mais ceux qui veulent voir rester encore 1 ou 2 minutes, on prolonge très rapidement. Je te laisse partager, Leslie. Ça peut être alors, intéressant. je vais le faire très vite et je détaillerai beaucoup plus, encore une fois, là, dans les posts que je ferai cet été. Mais en gros, voilà un process.
Ça reste un process un peu édulcoré à des fins d'explication et pédagogie, mais on va avoir un processus de gestion d'une demande de remboursement. Donc, on reprend la même logique que vous avez vue, hein. On a une demande de remboursement, on crée un dossier, on contrôle le dossier. S'il n'est pas complet, on demande des compléments à notre demandeur, on attend ces compléments et on revient recontrôler le dossier. Donc, vous avez compris qu'on va boucler tant que le dossier n'est pas complet. Dès qu'il est complet, on va étudier la demande. Si la demande est supérieure à 100 euros, le manager va décider de rembourser ou pas et il peut décider que ça soit OK ou pas OK. Et ensuite, on a, si le montant de la demande est inférieur à 100 euros, on a une remboursement qui est directement remboursé. On va notifier ensuite la décision acceptée ou refusée au demandeur et le dossier est clôturé. Donc voilà un peu le point de départ. Et en fait, quand on analyse le process sur des indicateurs, sur de la partie un peu peut-être automatisation, sur les irritants auprès des gestionnaires qui réalisent ce process, on peut se rendre compte d'un certain nombre de dysfonctionnements. Par exemple, un exemple, le gestionnaire va nous dire, bah, moi, en fait, dans ce process, je perds beaucoup de temps à répondre à des demandes d'informations sur l'avancement des dossiers. En gros, bah, les clients, enfin les demandeurs, envoient tout régulièrement, ça en est où, ça en est où, ça en est où, ça en est où. Et en fait, quand on regarde le process, eh ben, on se rend visuellement compte que la première fois, sauf si le dossier est incomplet, mais en tout cas si le dossier est bien construit, que la première fois en fait où il y a vraiment une interaction d'information auprès de notre demandeur, c'est à la fin du process. Donc là, on peut très facilement se dire, bah ok, est-ce que ça vaudrait pas le coup, peut-être, comme c'est la bonne pratique aujourd'hui, de faire un accusé de réception comme quoi le dossier est bien reçu, et peut-être qu'au moment où on se dit que le dossier est complet, etc., de peut-être notifier, en tout cas, de différentes étapes d'avancement. C'est très automatisable et c'est pas si compliqué à mettre en place. Et effectivement, ça peut permettre, ne serait-ce que d'informer le client, de pouvoir améliorer tout ça. Donc, un exemple qui est celui-ci. Après, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas trop déborder, mais on peut se questionner sur la règle de gestion. Est-ce que c'est normal ou pas qu'on rembourse automatiquement, ou en tout cas systématiquement, si c'est une demande inférieure à 100 euros. On peut avoir aussi un indicateur, 60% des dossiers sont incomplets. Ah bah ça c'est un intéressant, ça veut dire que dans 6 cas sur 10, on passe par là, on monte ici. Donc forcément, tout ça nous amène à nous poser des questions et à travailler sur une nouvelle version du processus qui pourrait être celle-ci, où en fait on va intégrer peut-être un agent IA qui va être capable de réceptionner les demandes, d'accuser les réceptions, de créer le dossier, de notifier la création du dossier et de contrôler la complétude du dossier si on a mis en place les bonnes règles de gestion et en tout cas si c'est faisable, et que lui-même gère automatiquement les demandes de compléments et que ça passe au niveau des gestionnaires au moment où on va étudier les demandes, on peut revoir les règles de gestion, on peut former le gestionnaire pour qu'il soit capable de décider lui-même sur un certain nombre de cas et de solliciter peut-être le manager de faire des contrôles hiérarchiques quand c'est vraiment plus nécessaire que uniquement supérieur à 100 euros. Bref, il y a tout un ensemble d'explications qui permettent de justifier comment est-ce qu'on se passe de ça en existant à ça une fois qu'on a fait notre analyse. Et c'est ce que je vais essayer de détailler un peu plus cet été voilà, pour expliquer chaque décision, pourquoi est-ce qu'on avait ça et pourquoi est-ce qu'on est passé à ça. Mais encore une fois, c'est pour démontrer surtout que le process existant, une fois qu'on l'a, on peut l'analyser, on peut essayer de le comprendre et ce qui peut nous amener à proposer une deuxième modélisation, normalement optimisée, idéalement, d'un processus. Voilà, je suis allée très C'est très top. vite, mais Merci beaucoup, Leslie. Non, non, mais c'était parfait. C'est l'heure de clôturer. Merci à toutes et à tous. J'espère que c'était intéressant, que c'était une bonne introduction au sujet. On attend vos retours. N'hésitez pas à envoyer des pouces, des cœurs, des fleurs, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'était une première initiation, en tout cas, sur ce sujet. On va essayer de continuer si l'intérêt se manifeste. Et puis, merci encore énormément, Leslie, pour avoir animé avec ce plaisir. webinaire avec moi. Et très bonne journée, très bon week-end à toutes et à tous. Avec plaisir. Merci beaucoup.